C'est pas simplement au programme des... Vous savez, Grégoire Kaufmann, parce que Édouard Drumont a 28 ans, si j'ai bien calculé, à la mort de Napoléon III. Comment est-ce qu'il réagit? À l'époque, il est déjà journaliste. Il est déjà journaliste, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a vécu en face des Tuileries. Napoléon III a ressuscité les fastes de la cour impériale, ouais. Et il voyait, depuis la rue du 29 juillet, il était là, il était devant le palais, il voyait les équipages chamarrer, aller, venir, il apercevait Napoléon III, et dans son cas, le Second Empire et la figure de l'empereur restera associée à la nostalgie de l'enfance. Et alors, il voit brûler les Tuileries pendant la Commune? Alors, il voit non seulement brûler les Tuileries, mais aussi l'hôtel de ville, où il a travaillé à une époque. Et ces destructions symbolisent aussi pour lui le passage d'une époque à l'autre. C'est ouais. Intéressant. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que vous vous êtes attaqué donc à cette biographie de Drumont, la première du genre? Alors, c'est parti d'un constat. Il y avait un foisonnement de travaux sur l'antisémitisme français, des débats historiographiques très présents, des enjeux de mémoire touchant à cette question, et il n'y avait pas de biographie du père fondateur de l'antisémitisme français, ça n'existait pas. Il y avait quelques historiens américains qui avaient un peu travaillé dessus avant. Donc moi, je me suis attelé à ce long travail. J'ai trouvé beaucoup d'archives privées, des archives inédites, et j'ai tenté de comprendre, d'expliquer le succès rencontré par Drumont à la fin du 19e, et surtout le phénomène d'engouement qu'il a pu susciter, qui a pu susciter à travers lui l'antisémitisme. Bon, alors c'est votre travail de thèse, mais c'est pas une thèse. Effectivement, ça se lit vraiment très facilement, très agréablement. Il y a énormément, on apprend énormément de choses. Bon, l'homme, en quelques minutes, rapidement. D'abord, c'est une jeunesse pauvre. Et il va en garder d'ailleurs un certain ressentiment et aussi la peur de manquer. Alors c'est un déclassé, il naît dans un milieu de petits fonctionnaires. Son père est fonctionnaire à l'hôtel de ville. Et son père est interné à l'asile psychiatrique de Charenton. Le seul héritage, c'est ça. C'est la folie paternelle. C'est-à-dire qu'il va être toute sa vie poursuivi par le démon de l'héritage paternel, par cette folie. On est dans le siècle de l'hérédité. Et lui-même est un agité. Alors, on pourrait s'interroger sur l'équilibre mental problématique de Drumont. Je pose la question, il est difficile, je suis pas psychiatre, et il est difficile de répondre. Bon, il est journaliste, donc après tout, c'est assez ordinaire qu'il ait des moments de passion. C'est d'ailleurs un journaliste d'investigation, comme on ne disait pas à l'époque, parce que c'est lui, il s'investit beaucoup sur l'affaire de Panama, par exemple. Il ne va pas vraiment sur le terrain, mais c'est la presse la naissance de la presse d'opinion, c'est-à-dire que c'est la presse à 5 sous, à grand tirage. La presse populiste et la presse à scandale. La presse qu'on lit, la presse qui se lit et que tout le monde lit. Et donc c'est un homme qui est quand même plein de contradictions parce que il est d'abord il est courageux, faut le dire. Il n'y a pas que des facettes, il n'y a pas que il est courageux. Il se convertit par exemple au catholicisme à une époque qui est parfaitement au sommet de l'anticléricalisme. Mais bon, il est d'un catholicisme un peu bizarre parce qu'il n'a pas vraiment la foi. Il est d'un catholicisme exalté et il se convertit précisément à une époque où le pouvoir de l'Église est menacé. C'est-à-dire qu'on est dans cette république laïque, il y a les décrets Ferry, et Drumont, un jour, pense communiquer avec Dieu, et Dieu lui dit tu as une mission, prends ta plume et tape sur tout le monde. Ah non, pas tout le monde. Sa mission, c'est de dénoncer les Juifs, qui sont la source de tous les maux du pays. C'est de dénoncer aussi la lâcheté de l'époque, selon lui. C'est-à-dire qu'à travers les Juifs, il va dénoncer son époque. Une époque, selon lui, prosternée devant le dieu argent. C'est ça. Alors, ça, il y a beaucoup de gens qui pourraient se retrouver à cette époque-là, sur cette idée-là, et il y a toutes sortes de transferts d'idéologie, parce que c'est pas de droite, c'est pas de gauche, c'est de droite et de gauche. Alors, il est initialement catholique, il se convertit au catholicisme, il décide dans la foulée d'écrire un livre contre les Juifs, pensant répondre à une mission, mais il subit également l'influence d'autres courants, notamment un courant socialiste qui est présent au XIXe siècle, c'est le mythe de la banque juive, le mythe Rothschild. Il y a cette tendance qui est très présente et donc il va s'inspirer puisque c'est un journaliste, c'est un être d'intuition qui n'a pas son pareil pour sentir les attentes des masses. Il va très habilement ajuster son discours à ces attentes-là et essayer de toucher le monde ouvrier à travers donc cette imprégnation socialiste. Il y a également une imprégnation raciste.
il emprunte beaucoup aux théories racialistes qui sont très en vogue à cette époque. Et là, on retrouve encore cette notion d'hérédité qui sous-tend assez largement son discours racial. Alors, sa célébrité, c'est la France juive, livre publié à compte d'auteur et qui va faire un tabac absolument insensé, à la surprise générale. Alors au début, Flammarion, il est publié chez Flammarion. Flammarion refuse de publier ce pamphlet, pensant qu'il n'obtiendra aucun succès. Donc, il dit à Drummond, bon d'accord, on veut bien le publier, mais à compte d'auteur. Et alors, 2 ou 3 jours après la mise en librairie de l'ouvrage, il y a une polémique à faire trembler le boulevard qui éclate. Duel, on en parlait la semaine dernière. Bon. 2 duels, des échos dans la presse un petit peu partout, et un succès de scandale, le succès qu'il espérait. L'idée forte, c'est que les Juifs sont les seuls bénéficiaires de la Révolution française. C'est ça. C'est l'une des idées forces de la France juive, mais il y a aussi cette idée que le juif est l'être dissolvant par excellence, qu'il est un géant de maladie mortelle introduit dans le corps français. Ce sont ses propres termes. On découvre toujours dans son lexique cette métaphore médicale qui revient sans cesse. On est combien d'années avant l'affaire Dreyfus ? On est 8 ans avant l'affaire Dreyfus, puisque... Et donc tout ça va incuber pendant des années. Alors, il va y avoir un effet d'engouement, un effet de mode, hein, tout simplement, puisque l'antisémitisme, c'est aussi une bonne affaire à l'époque. Hein. Les livres que Drummond suscite après son succès de librairie vont imprégner la presse. Il va y avoir vraiment un phénomène d'opinion très net qui se précise à cette époque-là et qui va préparer les esprits, en quelque sorte, à l'affaire Dreyfus. Que Drummond déclenche, puisque c'est lui qui dévoile le premier dans son journal l'arrestation de Dreyfus en 1894 et qui lance l'affaire. Bien sûr, il lance l'affaire. Mais alors, Thibaudet a écrit le triomphe de Drummond fut le Panama et son désastre l'affaire Dreyfus. Voilà, puisque au moment du Panama, on est en 1892 et c'est une époque où Drummond réussit à fédérer des soutiens à gauche. Les socialistes le ménagent. Il reçoit les soutiens des radicaux de gauche, enfin de certains radicaux de gauche, ils ont des ennemis communs, tous ces gens-là. Donc il faut combattre la République du centre, la République des modérés qui gouverne depuis Jules Ferry. Évidemment, il mord aussi à droite. Hein. Il y a toute la presse catholique qui l'encense, ces lecteurs catholiques qui applaudissent à ses charges contre la République. Donc là, on est à un moment de son parcours où, il va réussir à synthétiser des attentes. Il y a comme ça des attentes qui s'incarnent en lui et au moment de l'affaire Dreyfus, c'est le virage à droite, quoi. Il va être associé directement au cléricalisme, à la réaction, au césarisme. Et la gauche va se dire tout d'un coup, mais non, il n'est plus dans notre camp, celui-ci. Paroxysme et fin de Drummond, qui va être ressuscité évidemment pendant la collaboration pour mourir, alors là, et disparaître non plus dans l'oubli, mais carrément dans les poubelles de l'histoire, d'où vous l'avez exhumé.